Merci, quel bonheur de vous avoir. Une vie pour le cinéma, plus de 500 pages, mais que j'ai absolument dévoré. J'ai adoré ce livre. Quand on est fan de cinéma, on plonge dans les coulisses d'absolument tous les longs métrages de Jean-Jacques Hano, et vous allez voir à quel point c'est un réalisateur méticuleux, un réalisateur aventurier, rêveur, joueur. Comment qualifier autrement ce cinéaste avec une filmographie, j'allais dire, sûrement unique en France et peut-être même dans le monde quand on voit tous les films qu'a énuméré à l'instant le président, une filmographie extrêmement éclectique. D'ailleurs, vous citez en exergue du livre, je vais reprendre cette phrase, on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas le goût de jouer. Alors vous citez, il ne faut pas que j'oublie, vous reprenez une citation de Nietzsche, hein, c'est ça ? Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu faire votre métier sans vous amuser? Mais en fait, oui, j'ai eu envie de faire du cinéma, je crois me souvenir, à 7 ans, parce que j'ai eu envie de jouer avec les machines qui étaient à la fin d'un catalogue d'une boutique d'appareils de photo et de cinéma où ma mère avait été secrétaire quand elle était jeune femme. Et en recevant ce catalogue dans la boîte aux lettres avec le journal de Mickey, je me suis dit ça doit être formidable de pouvoir jouer avec ces machines qui font le rêve auquel j'assiste le dimanche entre papa et maman au Draveil Palace. Moi, je suis un môme de la banlieue. J'habitais une petite maison charmante, mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'activités, sauf l'activité principale, c'est d'aller au cinéma le dimanche. Et quand l'écran s'ouvrait, j'étais émerveillé parce que c'était la découverte d'un monde infini. C'était une aventure. Et j'ai eu envie de jouer à ça, à vrai dire. Et pas plus tard qu'hier, ma femme me disait que je suis le bébé de la maison. Je continue à m'amuser beaucoup, en vérité, à me tourmenter beaucoup, évidemment, c'est pas que de la rigolade, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir fait un métier passionnant. Je suis metteur en scène depuis l'âge de 20 ans, j'en ai 76 maintenant, j'ai pas arrêté, une seule fois, j'ai pas eu un week-end de repos, et je me suis énormément plu dans ce métier. Et c'est pour ça que j'ai... figurez-vous que... Pardon, tu veux me poser des questions? Non, vas-y, allez-y. On va discuter. Oui. Ouais. Je vous tutoie comme si nous étions des amis depuis toujours. On peut, avec plaisir, Jean-Jacques. Vous savez, c'est une habitude dans notre métier, on se tutoie tous, que c'est plus simple, c'est comme au cirque. Donc 11 ans, 8 ans envie de faire du cinéma, 11 ans première caméra, et alors c'est très drôle parce que vous racontez une anecdote où vous conviez votre famille, vos amis, vous avez fabriqué des tickets de cinéma, vous avez même trouvé une poinçonneuse pour poinçonner les tickets. Oui, alors j'étais très très déçu parce que voilà, à chaque fois qu'il y avait des invités à la maison, c'était pratiquement tous les week-ends, je fermais les volets après le déjeuner et il y avait projection. Alors je commençais par des photos, des diapositives, mais c'était des diapositives généralement d'abbayes, figurez-vous. Donc évidemment, je suis particulièrement touché dans une abbaye parce que je suis en pleine contradiction. Mes parents étaient des gens très tolérants, mais pas du tout religieux, et complètement athées, comme moi, mais j'ai une passion pour les lieux de culte. Ce qui m'a amené à faire des films comme Le Nom de la Rose ou 7 ans au Tibet, qui sont 2 films très proches du monde religieux, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Et donc, alors, la séance commençait par une photo. Ensuite, je changeais d'appareil, je mettais l'appareil de projection de film et je projetais mon dernier petit film, généralement soit sur mon voyage sur un sardinier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou la représentation de gitans évangéliques qui jouaient du violon dans les fouilles de mon petit village, etc. Et évidemment, j'avais déjà le sens du commerce, que j'ai perdu depuis malheureusement. Mais vous négociez bien vos films quand même, on verra tout à l'heure. Oui, mais enfin, je ne m'occupe pas trop des comptes et tout ça. En tout cas, à l'époque, je voulais faire comme au cinéma, c'est-à-dire que j'avais fabriqué des tickets avec un tampon.
Mais ce qui me désespérait, c'est que ma mère n'a jamais réussi à trouver le composteur comme il y avait dans le métro. Parce qu'il y avait comme la chanson de Gainsbourg, vous savez, je fais des petits trous, Noël. Et moi aussi, je voulais faire des petits trous dans les billets. Et ma mère était désespérée parce qu'elle a cherché un composteur. Je crois qu'elle a même écrit à la RATP pour avoir un composteur d'occasion. Oui, je l'ai jamais eu. Alors j'ai finalement j'ai pris un emporte-pièce et je tapais avec un marteau pour faire le trou dedans. Vous avez une mère formidable parce qu'à 9 ans, quand vous dites que vous voulez faire du cinéma, elle va à l'IDEC, qui est la plus grande école de cinéma en France, et elle va voir si on peut vous inscrire éventuellement. Oui, elle a toujours cru en vous. Ah oui, parce que j'étais, en fait, j'ai appris un peu plus tard que j'étais le fils de son amant. Oui. Alors, elle disait toujours à mon père que j'allais avoir des grandes dents. Évidemment, mon vrai père avait des dents comme des touches de piano, et elle était très inquiète que le pot rose soit découvert. Et donc, toute mon enfance, je ne comprenais pas pourquoi j'allais bien dessiner, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais mon vrai père était très fort en dessin, etc. Et donc, voilà, j'ai eu cette maman qui était tellement amoureuse de son amant qu'elle a pensé que j'allais suivre la même chose. D'ailleurs, mon vrai père était excellent photographe. Et oui, il y a quand même peut-être une génétique souterraine qui a bénéficié à ma carrière. Vous dites, j'étais un enfant solitaire, paisible, curieux, acharné quand quelque chose me passionnait. Et quand je lis ces lignes-là et que je finis le livre, je me dis, vous n'avez pas changé. C'est vrai que je n'ose toujours pas montrer à mes filles mes carnets de vacances. Parce qu'à l'âge de 8 ans, par exemple, quand je vais pour la première fois au sport d'hiver, je fais plein de petits copains dans l'hôtel, sauf qu'eux, ils veulent aller faire du ski et de la luge. Et moi, je vais interroger le propriétaire du téléphérique pour lui demander le nombre de filins qu'il y a dans les câbles et la longueur et la portée des câbles. Non, je vous jure, et j'ai des dessins avec comment ça marche, les câbles, le moteur et tout. J'ai été collectionneur d'à peu près tout ce qu'on peut collectionner, en particulier les plumes, les dents de mammifères. J'allais chez les bouchers spécialisés et je récupérais les dents de mammifères. Après, je suis tombé amoureux de la fille d'un dentiste qui était passionné par cette... Vous auriez pu être archéologue, c'est vrai que vous avez eu cette envie-là aussi. J'ai eu la chance que ce dentiste avait pour femme une très jolie femme qui était tombée amoureuse, elle, du conservateur en chef des Antiquités nationales, et donc qui invitait. C'était une famille formidable. La jeune fille dont j'étais tombé amoureux me dit, tu vas voir le vieux monsieur qui est avec ma maman, c'est pas mon papa, c'est son amant. Moi, je sais pas qu'un amant, je savais pas que ça existait. Et donc, c'était formidable parce que c'était un couple à 3. Alors, le mari dormait dans la chambre de bonne, elle dormait avec l'archéologue dans le vrai lit, et ma copine était très gentille. Bon. J'ai beaucoup appris sur la préhistoire, et c'est peut-être pour ça que je me suis senti à l'aise quand j'ai fait la guerre du feu. C'est quand même assez étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup de marqueurs dans votre enfance de ce que vous avez fait plus tard. Les églises dont vous parlez, le journal de Mickey que vous lisez jeune, dans lequel il y a la bande dessinée La guerre du feu. Il y a plein de petits indices comme ça. Mais j'avais une attachée de presse il y a quelques années, qui était très bien d'ailleurs. Elle me disait, mais quand même, arrête, tu dis toujours que ça, c'est parce que quand tu étais enfant... Mais c'est la réalité. Ouais. Et vous savez, je crois que tout le monde sait bien qu'on est content dans la vie adulte quand on arrive à faire son rêve d'enfant. Et moi, j'ai eu plein de trucs. Effectivement, j'aimais beaucoup les petites bêtes. Je passais mon temps dans le jardinet de la maison avec des loups pour regarder les perce-oreilles, pour regarder les fourmis. J'étais un petit garçon solitaire. Et quand les copains venaient sonner à la grille pour m'inviter à jouer au football, ils me dérangeaient. C'est vrai que je préférais être avec les fourmis et mes petits films que d'aller jouer au football avec mes copains. Je ne comprenais pas pourquoi. Il fallait taper dans un ballon pour passer entre deux piquets. Ça toujours me dépassait. Je me disais que s'il fallait passer entre deux piquets un ballon, il fallait le prendre à la main, courir, se battre et puis passer le truc. Donc je ne comprenais pas les règles. Il a fallu que vous les appreniez pour coup de tête. On y reviendra dans un instant. Alors la publicité... Tapez sur Internet Jean-Jacques Cadot publicité, vous allez en voir des tonnes, et certaines dont vous ignoriez qu'il en était l'auteur. La publicité vous a happé très tôt. 22 ans, vous gagnez très vite et très très bien votre vie. Vous recevez un certain nombre de prix considérables. Et puis un jour, vous coupez du bois, vous êtes dans votre jardin, tout vous réussit, et pourtant vous fondez en larmes. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Le problème, c'est que moi, j'avais passé toute ma scolarité de cinéma. J'ai fait les 2 écoles de cinéma, les 2 grandes écoles. Je crois que c'était les seules à l'époque, mais aujourd'hui, c'est toujours les 2 grandes écoles, Louis Lumière et la Fémis, que j'ai fait très jeune, puisque très tôt, j'ai voulu faire du cinéma. Donc, je me suis préparé dans ma tête au concours. J'ai lu tout un tas de livres sur le cinéma. Je suis arrivé, j'avais 19 ans. J'ai débarqué sur le directeur de l'IDEC m'a demandé, de la Fémis, m'a demandé de faire un remplacement d'un assistant qui était sur un film publicitaire. Oh, je me dis, un film publicitaire, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Parce que je n'allais qu'à la cinémathèque, je voyais 3 films par jour, et chez moi, il n'y avait pas la télévision, c'était interdit. Donc la publicité, je ne savais pas ce que c'était. Et je débarque sur un film publicitaire. On me présente ce qu'on appelle un storyboard, un petit dessin, où c'était pour un film préfabriqué. Alors à l'époque, vous vous souvenez peut-être de ça, il y avait des films qu'on vendait très peu cher dans la France entière. Alors c'était par exemple 2 mecs qui marchaient comme ça, puis ils se cognaient. Ils disaient, où vous allez? Je vais chez l'opticien. Ah ben, le mien est très bien, tenez, voilà la carte. Et là, il y avait un gros plan sur la carte d'un opticien, donc 2 places du marché au Mans. Et donc, là, ce jour-là, j'arrive, c'était pour une auto-école. Alors, je regarde le petit dessin. Il y a une jolie blonde dans une voiture ouverte, dans un cabriolet. Et puis, elle va assez vite, mais en panoramique, sur le devant de la voiture, qui est complètement défoncé. Et on recule et on s'aperçoit qu'elle est tractée par une dépanneuse. Et la voix off dit, pour éviter ça, prenez des cours à l'auto-école de chez Coupe à 3 places du marché au Mans. Voilà. Et donc, moi j'arrive, je vois une blonde, je vois, elle était jolie, une voiture décapotable, une caméra, un metteur en scène, un chef opérateur. Et comme j'avais vaguement entendu que dans la publicité, ils étaient richissimes et qu'ils faisaient n'importe quoi, je vois que la voiture n'est pas cassée. Bon, c'est une voiture neuve. Et je me dis, ces crétins vont la casser, évidemment. Bon. Et le metteur en scène fait accrocher la voiture à la dépanneuse, met la blonde dans la voiture, commence à régler son plan. Alors je lui dis, monsieur, j'avais appris ça à l'école, première fois que je vois un autre metteur en scène, enfin un metteur en scène, et je lui dis, monsieur, permettez-moi, mais il faudrait déjà défoncer la voiture afin de raconter l'histoire. Il me dit, quoi? Je lui dis, oui, monsieur, la voiture est cassée. Ah oui, oui, tu as raison. Dédé, enlève le phare. Alors, Dédé enlève le phare pend, et je vois le type répéter son plan. Il est content, il fait la prise, et je me permets quand même de lui dire, monsieur, mais là, c'est l'histoire d'une dame qui a perdu son phare et elle appelle un dépanneur qui la tracte au garage. C'est pas l'histoire d'une auto-école, c'est une histoire d'une bonne femme qui s'est pas réparé un phare. Il me dit, t'es quoi, toi? Ah, je dis, je suis votre assistant, monsieur. Il me dit, alors tu vas garer, tu vas là-bas, tu vas à 200 mètres et tu interdis à tout le monde de venir. Voilà, c'est ton boulot. Bon, je fais mon boulot, je vais là-bas. Arrive un tout petit monsieur, très autoritaire. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, on ne passe pas, justement. Il me dit, je suis Jean Mineur, je suis votre producteur. Ah, Jean Mineur. Le petit bonhomme au piolet, il existait vraiment. Et donc, il me dit, ça se passe bien? Je lui dis, question plan de travail, c'est nickel. Genre comme ça. Il me regarde d'un drôle d'œil. Bon. Le lendemain, on se retrouve dans ce qu'on appelle les Roches. Et il y a le petit bonhomme, Jean Mineur, qui regarde ça. Il voit le plan, la blonde, le phare pendu, qui pend. Et puis, on se recule, c'est la dépanneuse. Il se fout dans une rogne épouvantable. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'histoire d'une cinglée qui s'est pas réparé son phare. Oh là là, il y a tous les techniciens qui sont là et qui me regardent d'une certaine manière. Bon, moi, je rentre chez moi. Le téléphone sonne. Figurez-vous que le téléphone avait sonné avant. On m'avait dit, c'est 150 francs pour la journée. 150 francs, ça m'avait semblé une fortune. Donc c'est pour ça que j'avais dit oui. Là, le téléphone ressonne, c'est Jean Mineur. Il me dit, dites-moi, petit gars, vous êtes libre demain? Je vois tout de suite 150 francs. Je dis oui. Et il me dit, et le jour d'après? Je multiplie par 3. Je dis oui. Et il me dit, mais les 2 semaines, là, c'est libre? Oui. Et il me dit, c'est pas pour être assistant, c'est pour être... Vous allez reprendre la série, vous allez me faire ça très bien. Et donc, j'ai commencé, avant d'avoir mon diplôme de l'IDEC, à être un petit metteur en scène,
avec la charge finalement de... J'ai fait 20 films d'un coup comme ça. Au final, vous en faites 400 films publicitaires. Pourquoi à 25 ans, effectivement, vous déprimez alors que tout va bien? Mais parce que, comme j'avais commencé mon histoire, moi, je rêvais d'être Marcel Carné, d'être Jean Renoir, d'être Eisenstein, Kurosawa. On ne va pas dans une école de cinéma pour faire des films en gros plan sur un briquet ou sur des couches culottes. Oui, j'ai fait beaucoup tout ça. Et donc, j'avais 25 ans, je crois. J'avais à peu près 300 propositions par an. J'arrivais le matin au bureau, je disais non, non, non. Oui, parce que c'était un des rares jeunes gars à faire de la pub. Tous les autres, c'était des personnages qui étaient là depuis 70 ans, qui faisaient de la pub complètement préhistorique. Et on était très peu sur le marché. Il y avait trois Anglais qui étaient Hugh Hudson, Alan Parker et Ridley Scott. Et on est toujours potes aujourd'hui parce qu'on a démarré à cette époque dans un moment où la télévision française s'est ouverte à la publicité. Donc il y avait un appel extraordinaire. Et moi, j'ai été enchanté de faire ça parce que ça m'a permis de toucher à tout. J'ai fait... mais pour répondre à votre question... je comprenais que ce n'était pas ça que je voulais faire. Et que je me sentais parti dans un boulot qui, par certains aspects, me plaisait, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Et j'ai compris que si à 25 ans, je n'étais pas capable de donner un coup de pied dans la termitière et de me prendre un risque majeur en quittant ce boulot rémunérateur, et où j'étais très honoré, je recevais beaucoup de prix, j'avais plus de prix que de films. Dans tous les festivals de pub, je raflais des quantités phénoménales de prix, c'était donc flatteur. Mais c'est vrai que j'avais une jolie maison, une jolie femme, un joli bébé, un métier formidable, et que je me suis retrouvé un jour à pleurer en coupant du bois et en sachant que je ratais ma vie, c'était pas ça que je voulais faire. Et donc j'ai souffert pendant 2-3 ans d'une dépression assez vigoureuse, oui. Et ensuite, vous avez fait tous les films que vous vouliez faire à chaque fois. On y reviendra tout à l'heure. C'est une de vos règles d'or. Pourquoi le premier film, La Victoire en chantant, qui a donc l'Oscar du meilleur film étranger, est-il un film en Afrique, sur l'Afrique? Pourquoi ce choix? Vous le portez depuis longtemps. Alors, l'Afrique a été un moment déterminant pour moi. Quand j'étais à l'école de cinéma, comme j'étais major de promotion, il y a un jour un représentant du ministère des Affaires étrangères qui vient demander un cinéaste pour aller en Afrique. Et le directeur de l'IDEC, qui m'avait reçu quand j'avais 7 ans, dit bon, on a un petit gars là qui va faire très bien l'affaire. Donc j'avais le choix entre le service militaire ou être envoyé en Afrique faire du cinéma. Évidemment, j'ai choisi cette solution-là en pensant que de toute façon j'allais être réformé. Ça tombait bien, ma fiancée avait comme papa un monsieur qui était colonel des services secrets et qui m'a dit « je vous arrange votre coup ». Sauf qu'il se qualifiait lui-même d'inspecteur Clouseau, il ratait tout, et en particulier, quand j'ai été appelé à Vincennes parmi les 2000 mômes qui étaient là, on a dit « Monsieur Hannot est demandé par le général ». Je suis allé voir le général, il m'a dit « alors c'est vous le metteur en scène ?» Je dis « oui ». Alors, vous voulez être réformé? J'ai dit oui, parce que j'ai eu un accident de voiture, je ne peux pas lever le bras gauche. Là, c'est très embêtant. Et il m'a dit, vous êtes metteur en scène? Je dis oui, les metteurs en scène, ils peuvent se passer du bras gauche, vous dirigerez avec la main droite. Et puis, les caisses de caméra seront portées par des gens autour de vous. Donc, bon voyage. Et donc, j'ai été envoyé de force au Cameroun, désespéré parce que j'avais ce métier de jeune metteur en scène de pub qui démarrait bien. Et je me suis déterminé à haïr l'Afrique. J'avais aucun intérêt pour l'Afrique. Sauf que quand la porte de l'avion s'est ouverte à Douala, j'ai été suffoqué par à la fois la chaleur, l'odeur de mangue qu'il y avait dans l'air, c'était l'aube, et un militaire, un gendarme camerounais qui était tout boudiné dans son costume avec un tout petit chapeau qui n'allait pas du tout sur sa tête, et qui était très autoritaire. Il disait « Circulez, 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 circulez ». J'ai trouvé tellement charmant. Je me suis dit « mais c'est formidable, j'avais jamais entendu quelqu'un rire comme ça, surtout un gendarme. » Il faisait très bien son travail. Et dans cette première journée en Afrique, j'ai été complètement séduit. J'ai été absolument bouleversé. Par la cocasserie, par en plus de ça le charme de ces pays francophones.
Et je suis devenu véritablement complètement envoûté par ce pays. J'ai eu tellement de belles aventures là-bas, des Camerounais qui avaient 3 fois mon âge et qui étaient mes élèves, qui étaient merveilleusement gentils à mon égard, il y a eu beaucoup de petits garçons qui s'appelaient Jean-Jacques à chaque naissance. J'étais témoin de mariage. Enfin, si vous voulez, ça a été un moment divin. Et j'ai donc décidé que si j'avais la chance de faire un long métrage, je ferais un long métrage sur l'Afrique et en Afrique. Et ça a été un court métrage inspiré par des faits réels, d'abord par mon expérience au Cameroun et par une histoire qui s'était passée dans les années 1915 au nord du Cameroun et du Togo. Ce tournage, c'est un peu le début des galères, parce que vous avez connu pas mal de galères dans d'autres tournages, on y reviendra tout à l'heure, mais le tournage de La Victoire en chantant, c'est... Vous arrivez, il y a des fêtes, je crois, dans ces villages, à ce moment-là, ils fêtent les morts. Le tam-tam commence à 16h, vous ne pouvez plus tourner. Vos acteurs commencent un peu à péter un câble. Ils pètent un câble tout de suite, parce que j'avais Jean Carmé et Dufilo. Oui, c'est pas... Oui. Alors, figurez-vous que le jour où l'avion arrive, c'est mon premier film, moi, quand même, hein, et Jean Carmé et Dufilo étaient des acteurs célèbres à l'époque, et l'avion atterrit. Les caméras je tournais en Côte d'Ivoire, d'Abidjan sont là, et les reporters, et mes acteurs, dont Jean Carmet, descendent par la porte avant, et Dufilo n'est pas là. Donc on s'inquiète. En fait, il sort à l'arrière. Alors on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il dit, moi, c'est que je ne suis qu'un chien. Je suis traité comme un chien à l'arrière, mais ça va très bien. De toute façon, j'adore aboyer. Je peux aboyer, bon, d'accord. On va prendre le petit déjeuner dans un grand hôtel d'Abidjan. Le ministre de la Culture nous reçoit très gentiment. Il demande à chacun si le voyage s'est bien passé. On demande à Jacques Dufilo. Il dit, oui, moi, j'étais à l'arrière comme un chien. Les femmes, qui étaient Dora Dole et Catherine Rouvel, hurlent de rire. Et quand à midi, on se réunit de nouveau pour dîner, pour déjeuner, quand Dufilo se remet à aboyer, je comprends que j'ai un problème. Alors maintenant, je coupe. Je coupe comme dans un récit de cinéma. 3-4 semaines plus tard, nous sommes au dîner à l'hôtel. Et pour faire rigoler les femmes, Jacques Dufilo s'assoit et, comme chaque soir, se met à aboyer. Carmet est fatigué, il lui dit, écoute, Jacques, sois gentil, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille, il fait 45 degrés, on est épuisé. Alors, laisse-nous bouffer tranquille et, si tu veux, aboie à partir de 10 heures. On s'attarde un petit peu à table et soudain, c'est Dufilo, il est 10 heures. Et donc, quelques jours plus tard, je rentre dans la chambre de Jean Carmet, qui me demande de venir parce qu'il y avait un texte qu'il comprenait mal, il voulait que je lui explique. C'était une puanteur dans sa chambre. Je lui dis, mais tu as un problème de tuyauterie, d'égout, il faut appeler la réception. Il me dit, mais non, j'ai préparé un pot de pisse fermenté. Je lui dis, quoi? Il me dit, parce qu'il y a Dufilo, tous les soirs à 10h, il vient aboyer sous mes fenêtres. Bon. Alors, j'essaie de le dissuader. Bien. Quelques jours plus tard, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, la nuit est encore bien noire, sur la terrasse de la petite villa qu'on avait louée. Une voiture avec un drapeau s'arrête. Un planton sort et il dit, y a-t-il un certain Anneau Jean-Jacques ici, en ce lieu? Alors, je dis, oui, c'est moi. Il faut venir voir le préfet. Alors, je dis, mais comment ça, voir le préfet? Je ne peux pas, monsieur, je suis en tournage, je vais partir à 100 km d'ici, tourner aujourd'hui. Il me dit, le tournage est arrêté. Bon, là, donc, je me décide, je monte dans la voiture avec le drapeau, on me conduit chez le préfet. Il est en costume d'apparat, il y a à sa droite un superbe, élégant monsieur, je vois tout de suite qu'il est du Sahel. Et le préfet me dit, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi, lorsque monsieur l'ambassadeur de Mauritanie promène son chien nuitamment, il reçoit un pot d'urine fermentée
sur le visage. Alors, je dis, monsieur le préfet, vous savez, nous sommes dans un métier de saltimbanque. Alors, je vais vous expliquer. Et je lui raconte l'histoire. Évidemment, il se bidonne. L'ambassadeur de Mauritanie pleure de rire. Et ce soir-là, nous sommes invités par le préfet et l'ambassadeur de Mauritanie à un magnifique barbecue. Donc, si vous voulez, mais ça, c'est les tournages. Vous savez, les tournages, surtout à cette époque-là, les histoires entre Belmondo, Delon et tout ça, c'était absolument extraordinaire. Alors après, comme il ne pouvait plus aboyer, il faisait le singe. Enfin bon, et il faisait le singe dès qu'il partait de l'hôtel. On avait 1h15 de voiture. Pendant 1h15, c'était Dufilo qui avait inventé ça. Et une tête de singe. Et Carmet, parce qu'ils avaient vu un baobab dans lequel il y avait des singes. Donc voilà, non, si vous voulez, il faut gérer ça. Vous savez, quand vous êtes... Moi, c'était pour moi des aïeux. Ils avaient 60 ans, ces gens-là. Et moi, j'en avais 28, j'étais un gamin. Comment gérer tous ces gens-là? D'autant plus que le deuxième jour de tournage, j'étais en train de tourner une scène, je vois dans la distance une fumée montée. Elle était grise, puis elle devient noire. Et c'est dans la direction du village où je tourne, où j'ai fait construire un décor. Arrive un chauffeur, affolé, il dit « le décor brûle, le décor brûle ». Bon, là j'ai mes acteurs qui prennent leur casque colonial, récupèrent l'eau du ruisseau sur lequel on tournait et commencent à courir. Je dis « le village est à 5 km et vous allez faire avec votre casque colonial ». On a perdu notre décor. 3 jours après, j'apprends que la caméra qu'on nous avait prêtée avait un système qui avait fermé l'obturateur. Et j'apprends donc que tout ce qu'on a tourné depuis le premier jour, eh ben, on n'a rien tourné du tout. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Ben, vous savez, ça forme un caractère. Et du coup, on a cru pendant longtemps que j'avais pas de cœur, que j'avais un cœur en béton. En vérité, évidemment, j'ai cru tomber en syncope. Mais il fallait continuer la bataille. Comme un général, j'ai dit, ben, on va recommencer. Mais si vous voulez, ces choses-là, évidemment, ça forme. Alors après, quand j'ai des mammouths qui vont dans tous les sens et tout ça, ça me va très bien, j'ai l'habitude. On va reparler des mammouths tout à l'heure. Alors, 39 700 spectateurs en France pour La Victoire en chantant, un projet que vous avez porté pendant 10 ans, c'est un échec terrible pour vous. Et Claude Berry, qui est un de vos producteurs, dit « Je ne vais pas y aller par 4 chemins, mon chéri, c'est complètement raté. Tu piges rien au long métrage, c'est pas ton truc, retourne à la pub où tu excelles. » Il est dur, Berry, quand même. Hein. Non, mais il avait exigé de voir le film à un moment où le film était en noir et blanc, parce que je l'avais tourné en couleur, mais à l'époque, comme vous vous souvenez peut-être que les photos, on tirait les planches contact en noir et blanc, pour pas que ça coûte cher. On faisait pareil avec le film. Donc, le film que j'avais tourné en couleur, je le voyais en noir et blanc, et puis il voulait voir le film tellement tôt que j'avais pas de son avec. De temps en temps, il y avait un dialogue, etc. Et au bout de 10 minutes, il était à côté de moi sur son siège, en disant « Mais c'est complètement raté, mais c'est complètement raté, mais c'est nul ton truc ». Et il est parti en décidant que le film était complètement raté, oui. Mais il a été gentil, il m'a invité chez Pétrosian, c'est très cher Pétrosian, pour me dire que j'étais nul. Bon, c'était quand même une gentillesse. Mais attendez, on est restés fabuleusement amis, parce que finalement, bah, moi j'ai respecté ce qu'il avait ressenti. Et alors, vous savez, le même Claude Berry, un jour, je partais vers faire un film de pub, le téléphone sonne chez moi. Allô, c'est Claude. Ah oui, Claude Berry. Ah oui, Claude Berry. Chérie, ton film est un chef-d'œuvre. Alors, je croyais que c'était une pub qu'il venait de voir à la télé. Et il me dit, non, je viens de le voir avec Pierre, je ne sais pas qui est Pierre, mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Ben, je lui dis, mais quoi? Mais il me dit, voilà, je t'ai pas dit la vérité, j'ai jamais vu ton film, sauf le jour où tu me l'as montré, mais c'était en noir et blanc, et puis il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de musique, il n'y avait rien. Je m'excuse, mais c'est un chef-d'œuvre. Il faut que Pierre veut te voir. Pierre, c'est Pierre Richard. Bon. Alors, toute la journée, je vais dans les studios, on me dit bravo. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi on me disait bravo. Peut-être parce que Claude Berry m'avait téléphoné et s'était répandu dans Paris en disant que mon film était formidable. Mon film qui s'était planté. En fin de journée, je rencontre mon chef décorateur, celui dont le décor avait brûlé. Il me dit bravo. Ah ben, je lui dis non, mais qu'est-ce que vous avez tous à me dire bravo? Et il me dit, mais tu sais pas que tu es nommé aux Oscars? Et je ne savais pas qu'à l'autre côté de la mer, sur le Pacifique, des gens avaient décidé que je faisais partie des 5 à concourir pour l'Oscar du meilleur film étranger. En tant que représentant de la Côte d'Ivoire? En représentant la Côte d'Ivoire. Pas de la France?
Et évidemment, surprise, le film, moi j'étais à Paris dans mon lit parce que tout le monde avait dit que c'était un autre film qui allait gagner, donc moi je ne fais pas le déplacement. Je suis réveillé au milieu de la nuit et c'est Christian Fechner qui faisait des films comiques, vous savez, comme les Bidas en folie, les trucs comme ça, qui dit à ma femme « Ton mari à l'Oscar, ton mari à l'Oscar », je crois que c'était une blague, encore un film comique, mais quand même, je me rendors et j'attends les infos de matin à 6h. Je prends France Inter, il n'y avait pas France Info à l'époque, et ça commence par « Déception pour la France ». C'est un obscur film de Côte d'Ivoire qui remporte l'Oscar. Et voilà. Et là, je n'ai même pas le temps de mettre mon pyjama, ça sonne déjà à la porte, il y a des photographes, et ma femme, qui était en train de me quitter, et qui avait trouvé un type bien mieux, qui m'avait elle aussi relégué dans la chambre de bonne, elle vient, comme ça, avec une robe de chambre très sexy, et elle me prend par le cou. Elle avait trouvé mon film nul aussi. Et elle me dit, comme ça, pour faire les photos. Pour Paris Match. Oui, pour Paris Match. Oui, elles y sont, dans Paris Match. Oui. Bon, bah là, si vous voulez, j'ai compris que le film que j'étais en train de concevoir, qui était Coup de tête... C'est une mise en abîme totale, Coup de tête. Qui était un film qui m'était inspiré parce qu'il m'était arrivé en pub, où très souvent le client trouvait le film à chier, mais la pub à chier, mais comme ça faisait... le film passait quand même à la télévision, malgré lui, et remportait des prix, et surtout beaucoup de ventes, les mêmes clients qui m'avaient... hurlé dessus, qui avait menacé les boîtes de production, me portait en triomphe dans les rues de Venise ou de Cannes. Donc, si vous voulez, tout ça m'avait semblé tellement dérisoire, ben, ça m'est arrivé aussi. Parce que d'un seul coup, là, j'étais parmi les journalistes qui envahissaient mon appartement, et le téléphone sonnait sans arrêt, et un des premiers téléphones, c'est Claude. Il me dit, chérie, on se voit tout de suite. Alors, je lui dis, attends, je suis avec des journalistes. Bon, il raccroche. 5-6 coups de téléphone, de nouveau c'est Claude. Il me dit, chérie, on déjeune ensemble. Je dis, non, je fais une photo pour Paris Match, là, justement, sur les quais, tout ça. Bon, il rappelle une demi-heure plus tard. Il me dit, chérie, tu ne signes rien jusqu'à demain matin. Voilà. Si vous voulez, c'est le métier, ça. C'est que d'un seul coup, je l'ai complètement oublié, et puis soudain, j'étais chérie. J'étais chérie, et on me proposait n'importe quoi. Et j'ai reçu une avalanche de propositions. Je crois, une trentaine dans la semaine. De comédie, plutôt, d'ailleurs. Ah non, ça c'était avant. C'était avant, après la pub. Oui. Mais vous aviez décidé de ne faire que les films que vous vouliez faire. Ça, c'est votre règle d'or. Ben, je ne saurais pas faire les films que j'ai pas envie de faire. Je sais pas comment font des collègues à moi qui font des films pour... De commande. De commande, oui, mais moi je peux pas. Il faut que ça résonne à l'intérieur, parce que comment imaginer d'être devant une équipe et devant des acteurs sur un travail qui va me demander 3 ans, et comment je peux me réveiller avec l'énergie de conviction pour entraîner ma troupe avec moi. Quand je fais un des films que je vais faire récemment, j'avais 800 membres de l'équipe, plus 1 millier de figurants. Comment vous communiquez à tout ce monde qui sont en train de faire un beau film, que c'est quelque chose qui va marquer leur vie, et tout ça, si vous n'êtes pas convaincu vous-même, il n'y a rien à faire. Donc moi, effectivement, je n'ai fait que les films que j'ai eu passionnément envie de faire. Alors, Coup de tête, donc l'histoire de ce paria dans cette commune qui va finalement devenir un héros parce qu'il fait gagner le club de foot de la commune. Vous racontez la préparation du film, c'est extrêmement drôle d'abord, mais vous y avez passé beaucoup de temps, parce que vous ne connaissez rien au foot, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous avez passé votre temps dans les clubs, des petits clubs à Guingamp, à Concarneau, à Montargis, à Maurice-sur-Loing, et vous notiez dans les bars les dialogues des supporters, qui sont authentiques dans le film. Ah oui, mais j'ai toujours... à l'époque, je faisais des fiches que j'ai toujours dans un petit fichier en bois, et c'était tellement un régal de découvrir cet univers. Vous savez, les bars où il y a toutes les coupes des clubs de division d'honneur, on appelait ça comme ça autrefois, je ne sais pas si la 5e ou 6e division, et j'adorais cette ambiance-là, et d'autant plus que l'un des clubs qui m'avait le mieux plu, c'était le club d'Auxerre, avec un personnage tout à fait rigolo qui m'avait complètement séduit, qui s'appelait Giroud. Et Giroud me racontait des histoires incroyables, d'une drôlerie phénoménale. Et je me suis dit, il faut que je tourne avec ce mec-là, parce qu'il va me... Attends, je vais éternuer. À vos souhaits. Voilà, pardonnez-moi, ça arrive. C'est la saison, je crois, non? Pardon? C'est le colza, non? C'est peut-être le colza, c'est peut-être le colza. Voilà, donc...
Donc Giroud, et vous racontez que vous assistez à des rencontres où les gens sont tellement bourrés qu'ils tombent des gradins. Enfin, c'est des, c'est des écoutez, ambiances ça, de supporters. je me souviens. C'était énigmatique. Je vais pas dire le nom de la ville, mais c'est en Bretagne. Et il pleuvait, et le stade était plein. Mais moi, tellement plein que j'étais avec Francis Weber, et on était tous les deux à la porte de la seule entrée du stade. Et puis, peu à peu, il y avait de moins en moins de monde sur les gradins. Et pourtant, personne n'était sorti. Et à la fin du match, j'ai vu des équipes municipales venir avec des brouettes et ramasser les mecs qui étaient tombés sous les gradins. Bah, si vous voulez, mais moi, ça m'a enchanté parce que, vous savez, en fait, je viens de ce milieu-là, donc j'ai beaucoup de tendresse, moi, pour ces petits villages où on se passionne, où le mec qui a marqué un but, c'est un héros pendant une semaine et on va lui faire 10% sur un bidet pour sa salle de bain. Je trouve ça attendrissant, si vous voulez. Et voilà notre délicieux Patrick Devers. On va parler de Patrick Devers justement dans un instant. Avant ça, on va regarder un extrait de Coup de tête et on parlera justement de Patrick Devers. On est si vous avez vu le film, on est à la fin du film lorsqu'il règle ses comptes au cours d'un dîner mémorable où il est réhabilité effectivement parce qu'il va faire gagner le club. Regardez. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! Nom de Dieu! J'essayais de vous faire rire. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais? Je vais la raconter. Asseyez-vous! Vous serez bien pour rigoler! Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. Toi, Brochard, t'as fait un faux témoignage à cause de toi, j'ai pris 2 mois de prison. Alors écoute-moi bien. Demain matin, je prendrai ta belle bagnole, je viendrai dans ton beau garage, je jouerai aux autotamponneuses. Je vais faire du stock-car dans ta vitrine, mon salaud. Je vais tout bousiller chez toi, jusqu'à tes pompes à essence, ça sera plus un garage que t'auras, ça sera un cimetière de voitures. Demain matin. Toi, Lozeran. J'hésite. Un marchand de meubles, il y a 2 solutions, le feu ou la hache. Le feu, c'est joli, la hache, ça défoule. Demain matin, je déciderai. Et quand je sortirai de chez toi, ça sera de la cendre ou du petit bois. En tout cas, ça sera plus des meubles. Je viendrai vous voir demain. Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai mal aux mains. Et si vous essayez de vous défendre, je dirai au ville que vous m'avez frappé, que je peux pas jouer samedi, à cause de vous. Et toi, ta chevalière. Ta chevalière s'appelle chevalière offerte par Simone, la plus grande chiotte. Immense. Oui, immense. Vous savez, ce qu'il y avait d'extraordinaire avec Patrick, c'est un garçon d'une extraordinaire tendresse, toujours malheureux et d'une incroyable violence. Tendresse parce que à la fin de chaque prise, surtout la première prise, il me regardait avec un regard d'enfant, il me disait « Alors ?» Et il voyait sur mon visage que je pensais qu'on pouvait améliorer le plan. Alors il se précipitait, tu ne vas pas avoir peur, hein? Ouais, d'accord. Il se précipitait sur moi et il me levait. Je peux pas, mais vous avez vu les biscottos qu'il a? Il me déracinait, il me gardait près de lui comme ça et il me disait bon, il me reposait, tu vas voir la prochaine. Et j'ai toujours imaginé qu'il allait me fracasser.
Il a fracassé un machiniste. Hein. Il a fracassé un machiniste. Il était en train de... J'avais une scène dans une gare où il attendait le train qui venait dans plusieurs heures et il avait laissé sa valise sous la banquette. Alors mon accessoiriste vient le voir alors qu'il était en train de s'endormir et lui dit, tu sais, Patrick, dans une gare, c'est pas prudent de laisser sa valise sous la banquette parce qu'on peut te la voler. Patrick ne réagit pas. Alors, très doucement, devant moi d'ailleurs, l'accessoiriste lui dit, ben, écoute, je vais te lever doucement la tête et puis je vais glisser la valise sous ta tête. Patrick ne réagit pas. Donc très délicatement, l'accessoiriste lève la tête de Patrick, commence à glisser la valise sous la tête, et là, Patrick se réveille comme un ressort, comme un tigre, et balance un coup de poing dans le visage de mon accessoiriste. C'est la première et la seule fois de ma vie où j'ai vu 4 ou 6 dents, je ne me souviens plus, tomber par terre dans une flaque de sang. Et comme il était sous influence, appelons ça comme ça, parce qu'il se repréparait, c'était vers la fin du tournage, il avait arrêté d'être sous influence pour ce film. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Et après, il a fait Série Noire de Corneau. De mon camarade Corneau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'était remis à ses mauvaises habitudes, et qu'il n'était pas exactement comme il était d'habitude, et qu'il n'a jamais voulu s'excuser. Alors là, grève de l'équipe, évidemment, car le chef opérateur, le chef maquilleur, tout le monde lui a dit gentiment qu'il fallait qu'il s'excuse, qu'on comprenait qu'il n'avait pas fait vraiment exprès. Il a fallu attendre genre 2 heures pour qu'ils disent ouais bon alors ça va, je m'excuse, hein, fait chier. Et on a pu recontinuer. Je dois dire que l'accessoiriste a été complètement incroyablement magnifique, enfin défiguré, mais bah oui. Non mais si vous voulez, ça c'est des histoires complètement tragiques, mais c'est le destin de Patrick. Je dois dire que des années plus tard, on était restés très très amis. Et des années plus tard, c'était au Fouquet's, après les Césars. Moi, j'en avais eu 2. Je crois que c'était pour la guerre du feu ou peut-être le nom de la rose, je ne sais plus. Et Patrick n'avait pas eu. Encore une fois, il était passé à côté. Il y avait Depardieu qui disait « Mais évidemment que tu ne vas pas l'avoir, tu es trop nul, c'est moi qui l'ai, je suis meilleur que toi, c'est tout, ferme ta gueule. » Et Patrick est venu pleurer, sangloter sur mon épaule. Et je vous jure que j'ai compris qu'il allait en finir avec la vie. Ça m'a rendu très triste, je l'ai revu plusieurs fois après. Et puis un jour, j'ai vu sur la devanture d'une librairie un marchand de presse qui s'était suicidé. Et je sais comment, d'ailleurs, dans le détail, malheureusement. On peut revoir une des photos qu'on a vues tout à l'heure, où on sent, photo de Devers, on sent cette... alors c'est l'autre, je crois, où il est en tenue de footballeur, où on sent beaucoup de tristesse et de douleur dans son regard. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si on peut revoir la photo qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, il y a des histoires que je ne peux pas raconter en public. C'est une rencontre très émouvante, la plus bouleversante de votre vie, vous dites, Devers, parmi tous les acteurs. C'est votre collaboration la plus émouvante. Ah oui, parce qu'il était à la fois tellement charmant, il avait tellement besoin d'amitié, de tendresse. Je peux vous suggérer quand même quelque chose. Un jour, il vient me voir, parce que j'étais tombé amoureux de ma script, qui est toujours ma femme, en même temps que lui était tombé amoureux d'une fille. Et chaque matin, il me disait « Allez, soulève ma chemise ». Alors, je soulevais. Combien de griffes? Alors, je comptais. 1, 2, 3... Non, il y a plus. Non, il n'y a que 3, mais elles sont bien. Ah non, c'est une tigresse. Non, non, tu déconnes, il y en a plus. Donc c'était ce genre de rapport. C'est très intime. Oui. Très intime. Et puis un jour, il me dit, alors quand il était embarrassé, il faisait un peu bébête comme ça, il disait, tu sais, alors le mec que je préfère dans ma vie, c'est pas toi, hein, c'est pas toi. C'est qui à ton avis? Bah, je sais pas moi. Il dit, mais c'est mon frère. Ouais, je dis, bah oui, bien sûr, oui. Et il me dit, ma meuf, hein, eh ben, c'est sa femme. Bon, voilà. C'est aussi pour ça qu'il en a fini rapidement. Vous dites que, alors il était certes fragile, mais vous dites à un moment donné que tous les acteurs ont en commun la fragilité. Ben, si vous voulez, la grande différence entre
les romanciers, les peintres, les sculpteurs, les compositeurs. C'est que c'est eux qui fabriquent leur travail. Les acteurs, à moins que, ça arrive parfois, ils s'écrivent leur propre rôle, ça c'est autre chose. Mais la plupart des acteurs, ils sont à la merci du coup de téléphone. Ils sont donc à la merci de l'offre. Ce n'est pas eux qui amènent le projet, la plupart du temps. Et donc, le drame intérieur, c'est que tous les acteurs, à quelque niveau qu'ils soient, pensent que si le film est raté, c'est parce qu'ils ont été mauvais, mais si le film est bon et fait un triomphe, ils pensent que c'est à cause du film et du personnage. Donc, ce n'est pas eux, l'acteur, mais c'est Napoléon, qui était un type formidable, et donc ils ont joué Napoléon, mais ils savent très bien qu'eux ne sont pas Napoléon. Donc, si vous voulez, il y a ce problème-là qui fait que les acteurs ont tous une première période où ils espèrent être célèbres, et puis le jour où ils le sont, ils savent qu'un jour ils ne le seront plus. Et donc c'est l'enfer, parce qu'ils sont toujours dans la crainte de tomber du sommet. Donc ce sont et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection, de tendresse, et de plus en plus, je dois dire que je suis heureux de pouvoir dire que j'ai adoré mes acteurs, et que maintenant je les comprends encore mieux, je crois, et que je les respecte et je les adore encore plus. Ils font un métier incroyablement déstabilisant, et nous, metteurs en scène, on est là pour les rassurer d'une certaine manière, et je crois les aimer et les aider à faire ce travail incroyablement difficile qui consiste à être naturel face à 500 personnes qui vous regardent, à une caméra qui est sous votre nez, et il faut faire semblant qu'on est complètement à l'aise dans cette tourmente-là. Donc c'est vrai que c'est un des aspects de mon métier totalement contradictoire avec l'autre, qui est de diriger comme un général des équipes de tournage avec des problèmes de cantine, des problèmes de transport, des problèmes les toilettes. Ah oui, les toilettes. Vous avez 1000 figurants. Sur mon film Stalingrad, j'ai eu un pépin, j'ai un bateau qui a explosé trop tôt, et finalement il y avait des mines des mines sous-marines dans tout cet endroit. J'avais 85 bateaux qui se sont mis à faire n'importe quoi, et du coup pour récupérer la scène, j'ai dépassé de 3 heures, mais on était sur des bateaux. Il faisait très très froid, et les gars qui étaient sur les bateaux, il y avait 1000 figurants, je répète, ne pouvaient il n'y avait pas de toilette. Voilà. Ils étaient morts de faim, ils se sont pissés sous eux, et autre chose aussi. Donc vous imaginez le chaos que ça peut être, mais c'est des détails auxquels il faut tout le temps penser. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes gens qui veulent faire du cinéma voient le rêve de ces personnages qui sont là sur un plateau, le doigt tendu avec un porte-voix. Mais il y a la réalité, la réalité qui est de gérer les soucis, et chaque journée est faite d'un amoncellement invraisemblable de catastrophes, en vérité. Mais il faut rester de bonne humeur. Alors, La Guerre du Feu. 6 ans quand même pour convaincre des gens de financer votre film. Vous êtes passé de président de la Fox en président de la Fox, ça a été très très long. Convaincre qu'on va faire un film avec des inconnus, sans sous-titres, sur la préhistoire. Vous auditionnez 3000 personnes avec 14 directeurs de casting, et vous en retenez 165 personnes. Ensuite, ils ont eu une formation avec un mime passionné de préhistoire pour apprendre à se déplacer avec un centre de gravité assez bas. Comment vous arrivez à convaincre les producteurs de s'engager là-dedans ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous auriez pu vous dire, bon allez, je passe à autre chose. Mais c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Quand j'ai l'idée en tête, je vais au bout. Je veux faire le film que j'ai envie de faire. Oui, et à l'époque, si vous voulez, j'étais ce qu'on appelle aux États-Unis hot property. C'est-à-dire que j'étais jeune, j'avais reçu des prix, j'avais une expérience importante dans la publicité, donc dans le maniement des caméras, et donc on me proposait au moins un film par semaine. Et pendant 3 ans, à tous les studios, j'ai refusé des films très importants qui ont été faits depuis. Et ils me disaient, But Chiche, what do you want to do? Et je disais, je veux faire La Guerre du Feu. Ils me disaient, tu casses les pieds. Mais finalement, je les ai eus à l'épuisement. Ils en ont eu marre de me voir tout le temps dire que je ne veux pas votre film là, ou je ferai peut-être votre film si vous me laissez faire La Guerre du Feu. Et finalement, ils ont craqué, et chez Fox, ils ont accepté. Sauf que le lendemain de l'acceptation, je pars faire un casting. Alors, enchanté, évidemment, ça faisait des années que je galérais. Et j'ai de Alan Ladd Jr., qui était président de la Fox,
un message à mon hôtel, « You have a green light », ça veut dire « Vous avez le feu vert ». Je suis enthousiaste, je téléphone à mon producteur qui me dit bah, « ça y est, on lâche les vannes, cours à Mexico, faire le casting que tu avais envie de faire ». Je reviens de Mexico, je change à Houston, j'appelle mon producteur, il me dit « t'affole pas ». Mais Ladd vient d'être viré. Ladd, c'était Alan Ladd, c'est-à-dire le président qui me donne le feu vert, il est viré. J'apprends depuis, parce qu'il est devenu un ami, qu'évidemment, il l'a fait par gentillesse, parce qu'il croyait au projet, mais que s'il continuait à être président, il n'aurait pas pu prendre ce risque, parce que c'était un film trop risqué. J'ai eu 7 présidents à convaincre. Ça n'arrêtait pas. Tous, ils tombaient les uns après les autres. Et jusqu'au dernier, qui était un magnat du pétrole. Et j'avais 15 jours avant la sortie de mon film, il y avait déjà des affiches, j'avais fait tout un tas de promotions. Et je suis invité à une première, et je suis à la table du président, je suis à côté de la présidente. Une dame qui avait des bijoux tellement énormes que je crois m'être blessé en lui serrant la main. Et la dame, elle me dit... Oh, Jean-Jacques, mon mari ne savait pas du tout si votre film, là, il pouvait le sortir parce qu'il ne comprend rien du tout. Finalement, il a demandé à Franck, mais Franck, il a adoré. Et finalement, il a décidé de sortir. Donc, j'apprends que là, quelques jours auparavant, mon film n'allait pas sortir. Et je lui dis, qui est Franck? Elle me dit, Sinatra. J'ai envoyé une petite lettre, il m'a répondu. Il avait adoré le film, et c'est grâce à Frank Sinatra, que je ne connaissais évidemment pas, que mon film est sorti. Et qui a changé ma vie, parce que ça a été un vrai succès international, qui m'a permis d'aller un peu partout dans le monde et d'avoir une carrière différente. Qui a vu La Guerre du Feu? Tout le monde. Tiens, on va regarder un extrait, vous nous raconterez après comment on gère la charge d'éléphants déguisés en mammouth, parce qu'évidemment, ils sont déguisés. Regardez cet extrait de La Guerre du Feu, on en parle juste après. Oui, alors, en regardant cet extrait, le film a 30 ans. Donc oui. Tout est tourné en direct, il n'y a aucun effet spécial digital. Tout est fait sur le plateau. Hein.
Oui. Alors, le problème, à la suite de ça, il y a une charge des éléphants qui sont devenus donc amis avec nos personnages principaux et qui chargent les méchants anthropophages qui menaçaient de les croquer vivants. Et alors pour faire la scène qui suivait, mon dresseur d'éléphants, j'avais quand même 18 éléphants qui avaient été entraînés pendant 6 mois à porter des défenses, des chapeaux de poil de yak, des leggings en poil de yak. Il y avait 5 habilleurs par mammouth. Et le plus compliqué était les bas de soie de chez Dior, que nous avions fait extrêmement longs pour leur trompe, parce que la trompe est très sensible, et donc il fallait un produit de très très belle qualité pour faire la blague. Et je tournais ça en Écosse. Il faisait très 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 froid, on était au mois de novembre, et le dresseur d'éléphants me dit, écoute, c'est très simple, pour que les éléphants foncent vers la caméra, tu vas mettre la femelle, ils sont tous amoureux de la même, elle est très sexy, tu la mets à côté de la caméra, tu vas voir, elle va se mettre à les appeler, et ils vont tous venir. Donc, quand tu es prêt, tu me le dis, tu fais tourner les caméras, on enlève les piquets parce que chaque mammouth était attaché à des chaînes elles-mêmes attachées à des piquets, et ils vont courir vers la caméra. Donc je fais ça, je donne le moteur, et il y a l'éléphante très sexy qui est à côté des caméras, elle lève sa trompe, l'appel est merveilleux, tous les mâles répondent, on enlève les piquets, et il court. Il court, vers, pas vraiment la caméra. Je vois qu'il devait courir là, mais il court par là. Et je vois qu'il y a une tente qui pouvait nous recevoir avec les 2 fauteuils, où nous avions entreposé le matériel technique. Et là, les 18 éléphants décident que, comme ils ont froid, ils vont dans la tente. Et ils écrabouillent toutes les caméras. Le dresseur, il vient me voir, il me dit, oui, on est bête, en fait, il fait froid, donc forcément, ils sont allés vers leur tente. Donc, il faut recommencer, mais sans la tente. Ah oui, sauf que recommencer, évidemment, j'ai plus de caméras, donc il faut faire revenir les caméras de Londres, on est dans le nord de l'Écosse, enfin, ça demande 5-6 jours. Au bout de 5-6 jours, on remet la femelle très sexy, il y a les éléphants qui sont au de la colline, et évidemment, on n'a pas mis la tente pour le nouveau matériel. Et là, la femelle lève la trompe, les éléphants lèvent la trompe, on enlève les piquets, les caméras tournent, et là, je vois les éléphants qui font demi-tour et disparaissent derrière la colline. Là, toute l'équipe court et on voit les éléphants qui se dirigeaient vers leur grande tente à 1 kilomètre de là et qui, entre-temps, n'avaient pas réalisé qu'il y avait un marécage et qu'ils sont englués dans le marécage. Donc il faut faire venir des grues pour les sortir parce qu'on est complètement paumé en haut de l'Écosse et on les extrait, mais évidemment sans leurs leggings. Parce que ils vont tous bien et ils rentrent évidemment dans leur tente. Là, le dresseur me dit, bah, écoute, la solution, c'est très simple. Ils veulent aller dans leur tente. Bon, ben alors, c'est simple. Il faut que tu organises la scène face à leur cirque, à leur tente où ils ont l'habitude d'aller. Je lui dis, oui, mais il faut refaire les costumes. Enfin bon, 3 semaines plus tard, on reprend la scène, comme l'a dit. Et là, je pense que vraiment, ça va très bien marcher. Il y a donc 18 tentes individuelles derrière moi. Ça fait des tentes pour éléphants, ça fait gros. Je place mes caméras sous des camions militaires. Et ils sont plus 18, ils sont que 15 parce qu'on n'a pas pu récupérer tous les costumes, on n'a pas eu le temps de les refaire. Et là, je donne le moteur. Il y a la femelle, toujours la femelle à côté, qui continue à brailler. Et effectivement, on enlève les piquets. Et là, il y a une charge magnifique.
Sauf que, encore une fois, c'est pas vraiment vers les caméras qui vont, mais... Et là, il y a une petite chiotte bleue en plastique. Et mon assistant dit « Personne aux chiottes !» Et là, j'ai un mime, qui était mon chef mime, qui avait baissé la culotte de poil. Il est en homme préhistorique, hein, avec ses cheveux, etc. Et il voit 15 mammouths qui lui foncent dessus. Donc, il part en courant, comme ça. Cul nu, suivi par les 15 éléphants, lesquels veulent rentrer dans la chiotte bleue. Bon, voyant qu'ils ne pouvaient pas le faire, ils avisent une autre tente. Bizarrement, pas la tente dans laquelle ils ont l'habitude de vivre, mais la tente où deux jeunes gens, très spécialisés, cousent avec beaucoup de doigté les poils de yak sur les trompes. Et là, on appelle, on dit « Personne dans la tente de maquillage ?» Oui. Et on voit les deux mecs qui sortent, ils ont eux aussi une trompe là dans les mains avec un fil à coudre et des poils de yak. Et ils voient ces 15 éléphants. Et moi, je vois les 15 éléphants poursuivre un mime à cul nu, deux maquilleurs sophistiqués, et partir dans la Langue. Et je ne peux plus les voir parce que maintenant, il y a les tentes là, donc c'est bloqué. Résultat des courses, procès à la 20th Century Fox, parce que les deux jeunes gens ont eu peur et ça les a déstabilisés. Ils ont eu des cauchemars pendant 2 semaines et donc la 20th Century Fox a raqué. Mais on a quand même eu le plan. Voilà. Donc vous ne regarderez plus La Guerre du Feu comme avant. Désormais. Vous penserez au mime cul nu poursuivi par les éléphants. Bon, on a encore beaucoup de choses à se dire, on ne pourra pas tout dire et parler de tous les films. Je voudrais quand même qu'on parle d'Umberto Eco, forcément, en plus dans un lieu comme celui-là, et du Nom de la Rose. Umberto Eco, c'est le Nom de la Rose. Le premier rendez-vous se fait dans une voiture, je crois. À la sortie d'un hôtel, il doit aller à Roissy. Vous avez quelques minutes pour le convaincre que c'est vous qui allez adapter le livre. Ouais. Bah, oui, si vous voulez. C'est de la séduction. Vous savez, maintenant je ne peux plus être comme ça, mais à l'époque, j'avais une espèce d'aisance un peu arrogante. Le directeur, les droits du film, du livre, étaient vendus à la RAI. Et j'avais demandé un rendez-vous au patron de la télévision italienne. Et je me souviens, je suis rentré dans son immense bureau. Et je lui dis, monsieur le directeur, j'ai une question à vous poser. Vous avez acheté les droits du livre. Qui est le metteur en scène qui va faire ce livre? Ah, il m'a dit, c'est très compliqué, c'est un livre magnifique, très riche, très complexe et tout ça. Et évidemment, c'est très difficile de trouver un metteur en scène. Je lui dis, ne vous cassez pas la tête, je le connais, c'est moi. Et, bon, je vous la fais brève. Il me dit, bah oui, mais il faut convaincre l'auteur. Très bien, j'appelle Umberto Eco. Et il me dit, bah, j'adorais vous rencontrer. Il avait beaucoup aimé mon tout premier film. Et il me dit, bah, écoutez, je suis à Paris dans 3-4 jours, mais seulement pour quelques heures. Si vous voulez, je vous vois rapidement dans mon hôtel. Je suis près de la gare Montparnasse. Il venait sans doute du Mans. Forcément. Et il retournait à Milan. Et je lui dis, bah, écoutez, moi, je vous accompagne à l'aéroport. Il était 6 heures du matin. Je vais dans ce petit hôtel. Et à 6 heures pile, j'entends quelqu'un qui descend les marches d'un escalier. Et je vois se projeter sur le mur blanc de l'escalier une silhouette avec un chapeau de chasseur de cerfs écossais, un long manteau et une pipe. Et je vois apparaître Sherlock Holmes. Umberto s'était déguisé en Sherlock Holmes. Je fais semblant de ne pas m'apercevoir du clin d'œil, puisque vous vous souvenez peut-être que le roman mêle un personnage qui a véritablement existé, qui est Guillaume d'Occam, qui était un grand maître des franciscains, avec Sherlock Holmes. Et là, très vite, je lui dis, écoutez Umberto, voilà, je suis passionné par votre livre, mais je suis très coquet. Donc, je vais vous demander la chose suivante. C'est que ce n'est pas moi qui vais vous demander les droits du film, c'est que je veux que ce soit vous qui me demandiez de faire le film.
Alors, évidemment, il a rigolé. Et je me souviens, je lui ai dit, écoutez, voilà, depuis l'enfance, je suis passionné par les monastères. Je les ai photographiés depuis ma tendre enfance, ce qui est tout à fait vrai. Votre livre tourne autour d'un livre secret, caché, un livre en grec d'Aristote, le 2e tome de la poétique. J'ai fait 8 ans de grec et sur ma table de chevet, j'ai la poétique d'Aristote que je lis au moins une fois par an en grec. Il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui connaissent bien les monastères et le grec. Et donc, je voudrais vous convaincre aussi par autre chose. Je suis très méticuleux et je voudrais savoir, par exemple, quand vous écrivez, vous, qu'il y a une scène dans les porcheries, de quelle couleur étaient les cochons? Ah ben, il me dit, je ne sais pas. Ah ben, je lui dis, si, ils étaient noirs. Ah bon? Il me dit, ben, je ne l'ai pas écrit. Hein. Quand je ne sais pas, je n'écris pas. Ben, je dis, oui, mais moi, vous savez, je fais voir, donc il faut que je sache. Et je lui dis, les franciscains, de quoi étaient-ils chaussés? Ah, ben, il dit, je ne le sais pas. Alors, je lui dis, ils étaient chaussés de sandales. Ils étaient souvent pieds nus, mais quand ils n'étaient pas pieds nus, ils étaient chaussés de sandales en peau de chèvre non tannée. Ah, il me dit ça, ben, je ne le savais pas. Et je lui dis, une dernière question. Est-ce que les moines avaient des barbes? Ah, il me dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas écrit. Ben, je lui dis, ça tombe bien, parce que moi non plus, je ne le sais pas, mais je le saurai. Et je me suis tout de suite entouré des meilleurs historiens de l'équipe de Logov, qui était le grand médiéviste de l'époque, qui m'a mis à la disposition ses meilleurs spécialistes, et j'ai travaillé pendant 1 an pour essayer de m'approcher méticuleusement de l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas visité cette magnifique abbaye, parce qu'elle est cistercienne, et que l'abbaye dans laquelle se passait l'histoire était bénédictine, donc fort différente. Mais vous aviez une idée très précise de l'abbaye que vous souhaitiez. Vous souhaitiez une abbaye avec une porte à travers laquelle on voyait une tour, c'est ça? Oui, ben, j'avais une idée tellement précise que, pour expliquer à mes décorateurs, d'abord à mes repéreurs, pour leur expliquer ce que je cherchais, j'avais fait en pâte à modeler une petite construction que j'ai toujours chez moi d'ailleurs. Il y a 2-3 jours, une équipe de chez Orange est venue filmer ça d'ailleurs. J'ai trouvé ça sous la poussière. Et comme j'ai visité plus de 300 monastères à l'époque, évidemment en France, j'ai fait toute la France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. J'avais essayé la Finlande aussi. Bon. Et finalement, j'ai jamais trouvé ce que je voulais parce que ça ne marchait pas. Il y avait toujours un parking en face. Il y avait, bon, les abbayes aujourd'hui sont des monuments historiques, mais ils sont visités, donc ils portent la marque d'aujourd'hui. Et j'ai donc été amené à convaincre mes producteurs de construire le décor entièrement. Donc j'ai construit le plus gros décor en Italie, le plus gros décor qui avait jamais été fait depuis Cléopâtre et qui n'a jamais été refait parce que c'était immense. Tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire l'église, les écuries, la porte, le donjon, tout ça est reconstitué évidemment, c'est fabriqué en taille réelle à côté de Rome. Umberto Eco n'exige pas de fidélité au livre quand il vous rencontre. Il n'exige pas de fidélité à son livre. Non. Umberto, si vous voulez, était un rêve, à la différence de Marguerite Duras qui me disait « Toi, tu vas filmer mes images, et puis c'est mon film. » Alors, je disais « Non, Marguerite, non, c'est ton livre et ça sera mon film. »« Non, toi, tu tourneras les images. » Non. Bon. Vous noterez les talents d'imitateur depuis le début. Non, la pauvre Marguerite, elle avait des problèmes. Elle était très vieille et donc elle avait une voix un peu particulière. Elle avait beaucoup fumé aussi, tout un tas de choses bizarres. Et donc, c'est vrai. Et donc, Eco, pas du tout. Non, Umberto, c'était formidable. Je me souviens un jour, il me disait tout le temps, écoute, moi, c'est mon livre, il est disponible en librairie. Et toi, c'est ton film. Alors, si tu as envie de faire une comédie musicale, t'es le bienvenu. Tu fais ce que tu veux, c'est ton interprétation. Et il me dit, si des gens te disent, mais alors, votre film, c'est pas le livre. Ah, tu peux lui répondre que c'est pas la peine d'avoir fait l'université pour savoir qu'un livre, c'est pas comme un film. Et il dit, donne-leur l'exemple suivant. Il y a quelques jours, il y a un sculpteur qui m'a demandé de faire une sculpture et qu'il allait appeler Le nom de la rose. Eh bien, je te jure que ce sera pas le livre. Et oui, ça se défend. Si vous voulez, ça c'est le drame avec les auteurs qui évidemment voient des images quand ils écrivent leurs textes,
mais le lecteur, chacun d'entre nous, voit d'autres images. Et ça, Umberto Eco en avait fait la théorie dans un livre magnifique qui s'appelle L'œuvre ouverte, et c'est pour ça qu'il m'a foutu une paix extraordinaire. Il n'a jamais voulu collaborer, mais en revanche, je suis allé chez lui, où il venait chez moi pendant 1 an. Je suis encore aujourd'hui un ami de la famille. Son fils a été mon assistant. Sa femme est une personne délicieuse. Et on m'a offert l'année dernière, pour l'anniversaire de sa mort, quelque chose qui m'a beaucoup touché. La famille est montée sur scène et m'a remis en cadeau le chapeau de Sherlock Holmes avec lequel Umberto était venu me voir la première fois et qui était son chapeau préféré, que je porte maintenant. Bon, le livre est réputé inadaptable à l'époque. Vous faites 17 scénarios. Avant de tourner 17 scénarios, vous imaginez. Et puis, il faut choisir un acteur principal. Ce sera Sean Connery. On va regarder un extrait. Sean Connery face à un acteur qui est venu ici, Michael Lonsdale. Regardez. Pax vobiscum. Et cum spiritu tuo. Au nom de l'ordre des bénédictins, je m'honore de vous accueillir, vous et vos frères franciscains, dans notre abbaye. Les autres délégués sont-ils arrivés? Hubertin de Cazal depuis quelques semaines déjà, oui. Nous attendons les autres demain. Je suppose que vous devez être très fatigué après votre long voyage. Non, pas particulièrement. Alors, vous n'avez besoin de rien? Non, merci. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter la paix. Je suis désolé que l'un de vos frères ait été récemment rappelé à Dieu. Oui, c'est une perte tragique. Frère Adelme était d'un de nos meilleurs enlumineurs. Pas Adelme d'Otrante. Vous le connaissiez? Non, je le connaissais, j'admirais son œuvre. Son humour et ses images de comédie frisaient la mise à l'index. Mais on le disait fort jeune, n'est-ce pas? Oh oui, oui, fort jeune, en effet. Un accident, sans doute. Oui. Oui, comme vous dites, un accident. Enfin, c'est-à-dire... Frère Guillaume, puis-je vous parler franchement? Vous semblez très désireux de le faire. Sean Connery, dont personne ne voulait à l'époque, puisqu'il était effectivement très marqué par les rôles de James Bond, vous racontez à quel point c'était un acteur méticuleux, qui avait besoin de directives extrêmement précises de votre part, y compris il prenait une paire de lunettes, à quelle distance devait-il la mettre, enfin il était très très pointilleux là-dessus. Si vous voulez, il y a plusieurs écoles de cinéma. Il y a l'école américaine, ce qu'on appelle le method acting, c'est-à-dire que pour être fatigué, il faut faire 15 fois le tour du bloc, arriver et faire la scène. Ça, c'est la méthode américaine. La méthode française, c'est d'arriver et de demander au metteur en scène c'est quoi qu'on fait aujourd'hui et de faire la scène. Et la méthode anglaise, c'est la fameuse réplique donnée par Gil Gould à Dustin Hoffman, qui faisait, lui, le tour du bloc avant de faire sa scène. Et on lui a répondu « Why don't you try acting ?»
pourquoi vous n'essayez pas de jouer, tout simplement. Et ça, si vous voulez, c'est la spécialité anglaise. Et Sean Connery disait très justement, ça n'a aucune importance que je sois ému, moi. Ce qui est important, c'est que le spectateur soit ému. Et Sean, pour donner l'impression d'être tout à fait naturel, répétait au millimètre les choses. Et je vous donne une anecdote qui était assez particulière. Un jour, il vient me trouver, il me dit « Écoute Jean-Jacques, viens là ce dimanche, il faudrait qu'on répète dans le décor la scène du scriptorium. » Où il regardait un manuscrit, puis il se dirigeait vers la fenêtre et allait regarder au dehors. Et je lui dis, mais écoute, c'est embêtant parce que le décor n'est pas du tout construit encore. Il me dit, bon, mais dis-moi, entre la table et la fenêtre, il y a combien de pas? Alors je savais que si je lui répondais pas, j'étais mal, parce qu'il exigeait toujours des réponses extrêmement précises. Alors je lui dis, bah, écoute, Sean, il y a 3 pas et demi. Bon, on arrive le jour de tournage, catastrophe, il y avait 6 pas. Alors ça donne ceci, il y a, donc la fenêtre est là, et pour regarder par la fenêtre, il doit venir là. Mais le lutrin est ici, et Sean fait sa scène magnifiquement. 1, 2, 3 et demi, et regarde par la fenêtre. J'ai jamais pu le faire approcher de la fenêtre. Impossible. Je me suis débrouillé avec des angles de caméra pour donner l'impression qu'il était derrière la fenêtre. Mais si vous voulez, moi j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que Sean fait partie de ces acteurs fabuleux qui vous demandent, alors le micro, je le tiens là, ou là, où est-ce que tu le veux? Alors, là, Sean. Et je l'incline où? Comme ça, oui, c'est bien. Attention, tu as une ombre là. Ah oui, d'accord. Et il vous fait la scène, et il vous demande, dis donc, entre le moment où je lui dis bonjour et ma première réplique, il y a combien de secondes? 6. Bon. Vous pouvez prendre un chronomètre, il y aura 6 secondes, le micro sera là. Mais ce qui était particulier, c'est qu'à la 3e prise, il avait oublié son texte. Parce qu'il était furieux. Parce qu'il se disait, mais attends, moi j'ai été très bon à la première prise, alors pourquoi on a refait? Je disais, parce que le pointeur... Et quoi? Alors le pointeur, il n'est pas foutu de faire le point sur mon visage, et moi je sais mon texte, et moi je mets le micro au bon endroit, et je fais les 6 secondes, et il n'est pas foutu de faire le point, alors que je suis absolument dans les marques. Je dis, pardon, Sean, écoute, tu sais, il est débutant, il est très gentil, il fait de son mieux. Et c'était extraordinaire, parce qu'à la 3e prise, il était déconcentré, et il perdait son texte. Alors c'était très amusant d'ailleurs, parce que, comme il était très fâché de perdre son texte, les premiers jours, à chaque fois qu'il perdait son texte, il disait « Qui c'est qui a fait un bruit ?» Il disait « C'est peut-être... moi aussi j'ai entendu un bruit, Sean. Oui, oui. Pardon, excuse-nous. » Au bout de 5-6 jours, j'ai réuni l'équipe et j'ai dit « Les gars, vous allez être gentils, vous allez faire par ordre alphabétique. Alors, Antonio, toi, dès que Sean il ne sait pas, c'est toi en premier qui dira « Sorry, Signore Connery, j'ai fait tomber mon marteau. » Alors, tu fais le geste. « Pardon, Signor Connery. » Alors, Bernardo, toi, tu seras en second. Et on a fait tout le film comme ça. Tous les jours, tout le monde y passait pour excuser le fait que Sean avait perdu son texte. Mais en fait, encore une fois, il était toujours génial à la première prise. Et c'est une leçon que j'ai apprise, moi aussi, et que je fais le moins de prises possible pour ne pas épuiser les acteurs. Et un homme charmant, très sympathique. Un délice, un type extraordinaire, avec une voix, là vous avez entendu la voix française qui n'est pas mauvaise, mais il a une voix profonde, et c'est un comédien que j'ai eu beaucoup de mal à imposer à Umberto Eco. Je me souviens très bien, le jour où j'ai annoncé à Umberto, c'était à Milan, on sortait d'un restaurant avec sa femme et la mienne, et il me dit, dis donc à propos, qui tu as pris pour Guillaume? Alors, je marque une longue pause, moi, alors 6 secondes là, hein, et je dis, écoute, j'ai pris Sean Connery. Ah!
Il se frappe le front. Il se retourne vers sa femme. Renate, Renate, tu sais quoi? Il a pris Sean Connery pour faire le Guillaume de Baskerville. Elle, ah, mais mon Dieu. Il pleut. Je sais que c'est un désastre. Et il se retourne vers moi et me dit, tu vas le casser, hein? Alors je lui dis, mais c'est mon métier. Bon. Mais alors, ce qui se passe après, c'est que j'ai un coup de fil de mon agent américain qui me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux en premier? Je dis, la mauvaise. Il me dit, la mauvaise, je peux payer ton agent. Mais la bonne, c'est que je deviens président de Columbia et c'est là où tu as ton film, donc on t'attend, viens vite. Donc attendez, mon agent devient le président de la compagnie avec qui on a signé. J'arrive à Los Angeles avec mon producteur. Il me dit, mais disons, je ne t'ai pas posé la question. Au fait, qui t'a pris pour le rôle principal? Ben, je lui dis, on a signé Sean Connery. Il me dit, quoi? Mais tu es fou, mais je t'interdis. Il parlait très bien le français, donc il parle en français parce que mon producteur allemand ne parle pas le français. Et il me dit, mais tu es fou, tu vas détruire ta carrière. Il me dit, je t'interdis de faire ça. Mais je lui dis, on a signé. Non, mais il parle en anglais maintenant, il demande à mon producteur si c'est vrai qu'on a signé Sean Connery. Mon producteur lui dit oui. Mon ami ancien agent va à son bureau, ouvre le tiroir, prend le contrat et le déchire. Et le jette. Et on a été sans distributeur américain pendant 1 an et demi, parce qu'il me disait, mais c'est un ringard absolu, plus personne n'en veut, c'est un nul. Et je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas d'accord. J'étais dans ton état d'esprit avant de le voir. Il est venu me voir spécialement à Munich. Il est rentré dans mon bureau avec le scénario sous le bras et il m'a dit « Listen, boy, écoute-moi, mon garçon ». Il s'est assis en face de moi. Il a commencé à lire le scénario. J'ai eu la chair de poule. Il avait exactement la tonalité et la dignité qu'il fallait. Et je me souviens, j'ai couru voir mon producteur. Je lui ai dit « Allez, on l'a, on l'a ». Je savais le 50e acteur que je voyais et il était absolument parfait pour le Et d'ailleurs, Umberto Eco, quand il a vu le film, la première chose qu'il vous a dit, c'est « Tu as réussi le plus difficile, Sean Connery ». Ce que je craignais le plus. Oui, je vous racontais encore une histoire de cinéma. Figurez-vous que j'étais sur le départ pour aller voir ce qu'on appelle la copie standard. C'est-à-dire la première fois que je vois mon film au laboratoire, après l'avoir étalonné, après avoir fait le son et tout. Et j'apprends au moment de monter dans ma voiture que Umberto Eco vient de débarquer de Milan avec sa femme et qu'il est au laboratoire. Donc moi je dis, bah, je peux pas avoir mon ami Umberto Eco, même qu'il aime le film ou pas, c'est pas le problème. Je pourrais pas juger de la qualité du film s'il y a Umberto qui est là. Ma secrétaire comprend ça, elle me dit, écoute, on démarre à 8h, on t'appelle dès que le film est fini. Le film faisait 2h10. À 10h, je regarde ma montre. Bon, je me dis, ça va sonner bientôt. 10h30, ça ne sonne pas. 11h moins le quart, j'avais une bouteille de Barolo à la maison, j'ouvre la bouteille, je prends un verre, et puis 2, puis il est minuit, et puis là, finalement, j'entends les cloches qui sonnent, doing, 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 il y a un rayon de lumière, de soleil qui me frappe l'œil, je suis sous la table, et je m'aperçois que je suis complètement pété la tronche et qu'ils n'ont pas appelé, donc c'est un désastre. Voilà, bon, c'est un désastre, j'ai déjà connu. Et le téléphone sonne. Alors je prends le téléphone, et ma secrétaire me dit, mais où étais-tu? On t'a téléphoné toute la nuit. Alors j'ose pas dire que j'étais sous la table, complètement beurré. Et donc, elle me dit, mais attends, viens, Umberto a adoré, vite, vite, cours, parce qu'il reprend son avion. Ça. Je cours. Effectivement, je prends ma bagnole, je vais voir Umberto dans son hôtel, il me voit arriver, il me serre dans ses bras, il me dit « Ce que tu as réussi le plus, c'est ce que je craignais le plus, Sean Connery est fantastique. » Et il me réembrasse. Il va pour se rasseoir, il se relève, il me réembrasse. Il me dit « Ça, c'est de la part de Catherine. » Je dis « Catherine ?» Il me dit « Mais oui, la petite blonde, là, superbe. » Et je sais que tous les deux, vous avez fricoté. Figure-toi que c'est ma première élève française et qu'elle est devenue une grande sémiologue aujourd'hui. Et elle a toujours des robes avec des trous partout, mais je lui dis, pas au bon endroit. Et il m'a dit, elle t'embrasse beaucoup. Et effectivement, cette jeune fille a été ma passion amoureuse. Elle aimait aussi beaucoup le chant grégorien et elle a fait Normal Sup. C'était une élève brillante et charmante à qui je dois beaucoup. Et en tout cas, finalement, c'était très touchant de retrouver cette passion d'adolescence et de savoir qu'elle était la première élève d'un homme que je respecte, que j'ai respecté le plus au monde, en vérité, Umberto.
Il ne faut pas oublier pour Sean Connery que c'est vraiment le film qui a relancé sa carrière, parce qu'après il a fait Indiana Jones et beaucoup d'autres films. Est-ce que vous rêvez beaucoup vos films avant de les fixer sur la pellicule? Alors, j'ai le sommeil très lourd, donc je ne rêve pas, mais, ou en tout cas je ne m'en souviens pas, mais en vérité, oui, je passe 1 an et demi avant chaque film à visualiser le film, à m'immerger dans une atmosphère, à m'immerger dans une période, à lire beaucoup. Généralement, au-delà d'une centaine de livres. Je me souviens, pour Le Nom de la Rose, j'avais acquis 350 livres et les impôts ont donné beaucoup de fil à retordre à mon malheureux producteur parce que l'inspecteur des impôts avait décrété, écrit sur papier en tête du ministère des Finances, qu'on n'avait pas besoin de 350 livres pour faire un film. Et mon producteur a été obligé de demander que je fasse les photographies de tous ces livres. Et finalement, il a été obligé de payer l'amende parce qu'il a dit qu'on avait triché, qu'on avait acheté les livres après. La difficulté pour vous, c'est de trouver la connexion finalement entre ce que vous avez imaginé et l'écran. C'est ça qui vous excite aussi dans la préparation. Donc, ce qui est très troublant, si vous voulez, c'est que comme j'ai des images qui se forment très puissamment dans ma tête, et que c'est devenu mon métier, je ne sais pas, tu vois, c'est comme un cordonnier ou comme mes amis compositeurs, ils entendent la symphonie, ils entendent l'harmonie qu'il va y avoir entre la harpe et la flûte, et la clarinette et le basson. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à composer. Moi, c'est vrai que les images, elles sont imprimées dans ma tête et que je veux ensuite trouver cette image-là ou la fabriquer. Donc, la plupart du temps, je fais fabriquer selon mon désir, ce qui me facilite beaucoup la tâche après. Donc, je sais que, justement, un jour, sur Le Nom de la Rose, je regardais Sean Connery, son élève. Il y avait un carrosse qui montait un petit chemin. Il y avait cette tour gigantesque et l'abbaye derrière. Et je regarde cette mise en place, avec les caméras qui étaient en train de s'installer, et je me dis, c'est quand même rigolo, parce que tout ce qui est dans cette image, je l'ai fabriqué, y compris le ciel, parce que j'avais des machines à fabriquer des nuages. J'avais 5 Toyota équipés de machines à fumer qui m'envoyaient les nuages où je voulais. Et donc, si vous voulez, ça c'est quelque chose de très amusant parce qu'on est comme un peintre en vérité. Quand on a les moyens de faire ça, on fait exactement l'image qu'on a en tête. Et donc, comme un peintre, je fais construire le décor, je le fais colorer de la manière que je souhaite. Bien entendu, je l'implante dans un endroit qui me convient, en fonction des lumières que je veux en 3/4 d'eau. Et donc, j'ai des machines qui me permettent de changer le ciel. Aujourd'hui, c'est plus facile, on fait ça à l'ordinateur et ça marche très bien. Je rappelais tout à l'heure combien votre filmographie était éclectique. Et quand on regarde certains films, peut-être tous d'ailleurs, la notion d'apprentissage est quand même très présente. Là, Le Nom de la Rose, elle y est. L'ours, elle y est. 7 ans au Tibet également, l'apprentissage du Dalai Lama. C'est le fil conducteur. C'est une chose d'enfance, si vous voulez. Pendant mon enfance, j'étais... je vous parlais de cette jeune fille, j'étais très troublé parce que quand je rentrais à la maison, je m'inquiétais un petit peu de savoir si j'allais pouvoir me sortir de ça. Mes parents étaient charmants, ils étaient vraiment merveilleux, mais les parents de cette jeune fille étaient tous les deux profs d'université, sportifs, splendides. Un jour, je découvre sa sœur, encore plus belle qu'elle, et plus intelligente encore, si c'était possible, et son frère, dont je ne vais pas citer le nom parce qu'il est un homme célèbre, magnifique, déjà une brillante carrière, et je me suis dit, moi, j'y arriverai pas, hein, parce qu'ils sont tous beaux, là, c'est pas possible. Ils sont beaux, intelligents, ils savent tout. Ma copine, elle était monstrueuse. Elle était super forte en musique, en grec, évidemment, elle disait Thucydide dans le texte. J'étais ébloui. Et donc, moi, qui venais d'un milieu très différent, je me suis dit, mon seul espoir, c'est d'apprendre, c'est d'essayer que la culture me donne ce que la nature ne m'a pas forcément donné. Et ça a été vraiment le souci de mon enfance. Alors du coup, j'ai été premier de la classe tout le temps, ce qui m'a valu beaucoup de désagréments, parce que, comme vous le savez, il faut être dernier pour être un artiste. Donc, moi, je me suis planqué, hein, j'étais major de promo, donc mal vu. Mais en fait, oui, ça a été comme ça. C'est une crainte d'enfance qui a fait que finalement, quand j'ai appris qui était mon vrai papa, j'étais tout à fait content.
Il y a ce désir de connaissance. Alors, il y a l'apprentissage, effectivement, cette immersion que vous faites à chaque préparation de film, mais il y a aussi ce désir après pour vous de le transmettre aux spectateurs. En fixant souvent vos films d'ailleurs dans l'histoire pour raconter le présent. Oui, moi je ne partage pas du tout l'idée de ces artistes échevelés, je le suis moi-même, mais qui pensent qu'on fait un film pour soi et puis on s'en fout du public. Non, moi j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous enchanter, de vous distraire, de vous émouvoir. Si c'est pour m'émouvoir moi, je reste tout seul chez moi et puis je serai ému en me racontant une histoire triste. Donc je pense que véritablement je suis dans un métier de la communication et dans un métier du divertissement. Ça m'a valu beaucoup de désagréments d'avoir ce propos depuis 30 ans. Je me suis pris des critiques épouvantables dans la gueule parce que je fais des succès. Alors oh là là, c'est très mauvais. Mes films s'exportent. Oh quelle horreur. Quelle horreur! Un cinéaste français qui s'exporte, ça prouve bien qu'il fait de la merde, puisque le public étant fait de cons, forcément que si ça plaît au public, c'est que le film est con. Donc que le metteur en scène est con. Alors oui, j'en ai pris vraiment beaucoup dans la figure. Mais ça a été ma conviction et je suis content, franchement, d'avoir fait ça et d'avoir espéré pouvoir transmettre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, pour aussi transmettre ce que les films ne montrent pas, c'est-à-dire l'envers du décor, toutes ces petites anecdotes qui, évidemment, fourmillent, parce qu'une vie de cinéaste, c'est fait de ça. Je me souviens, mon copain Édouard Molinaro, qui a fait, vous savez, des films comme Hibernatus et tout ça, était un type absolument délicieux. Il avait acheté un jour un petit compteur, c'est comme les hôtesses de l'air ont dans les avions quand on rentre, ça fait clic, 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 comme ça, parce qu'il voulait savoir combien de questions on lui posait par jour. C'est autour de 600. C'est 600 questions. Est-ce que tu crois qu'on mange à midi ou à 12h30? Bon, déjà. Est-ce que les boutons là de la veste, tu les veux plus verts ou simplement verdâtres? Et vous avez la queue. Vous avez 15 personnes qui attendent toujours patiemment pour vous poser des questions qui ne sont pas de votre ressort. Où est-ce qu'on garde les camions? Vous avez de la place. Oui, non, mais tes ongles, ils sont où? Là. Donc, on peut les garer derrière. Oui, mais alors le chemin, il est boueux. Donc, c'est ça la vraie vie du metteur en scène. C'est cette multitude de questions et la multitude d'emmerdes, évidemment. Le jour où on a la scène d'amour... L'actrice n'est pas bien ce jour-là. Elle a une éruption de boutons en plus. Mais non, mais écoutez, c'est normal. Je raconte ça parce que... Mais moi, je compatis complètement. C'est-à-dire qu'il faut changer le plan de travail, il n'y a pas de doute. Sauf que c'est comme une scène très importante. On la décale 2 semaines plus tard. Elle se repaye d'une crise de boutons parce qu'elle a peur de la scène. Donc là aussi, je compatis. Mais c'est cette cascade. Si vous voulez, ce qui est très fatigant pour les débutants, c'est de jamais lâcher le principal. C'est-à-dire que tout ça, c'est la vie. Et il ne faut pas lâcher l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Alors, vous avez écrit une scène, c'est par un soleil torride, ce jour-là, il pleut, et pendant 15 jours, il pleut. Eh bien, vous tournez la scène sous la pluie, ça sera une scène très bien. C'est comme ça que Lelouch a fait Un homme et une femme. Il espérait avoir beau temps ce week-end-là, il a plu tout le temps, et il y a la scène des essuie-glaces, clink, clink, qui a fait sa carrière. Une partie de sa carrière, enfin, qui l'a lancée en tout cas. Donc, si vous voulez, l'ennui a été finalement un moment de grâce pour lui. Donc il faut savoir se retourner. Mais là où il a été très bon, Claude, c'est que finalement, cette scène dans la voiture avec les essuie-glaces, elle est 1000 fois mieux que si c'était par un temps de soleil où il n'y avait pas cette espèce de tension due à ce temps pourri de leur week-end à Deauville. Donc... c'est là, effectivement, où ça demande de la réactivité au dernier moment, si vous voulez. Et il faut être extrêmement préparé de façon à... Si tous les éléments arrivent comme prévu, c'est parfait. Mais si ça se passe mal, et ça c'est la règle, savoir qu'est-ce qui est au fond de votre âme, qu'est-ce que c'est l'essence même de la scène, de façon à rebondir dans un décor différent, dans une situation climatique différente, et de faire que la scène ait le même sens à l'intérieur de l'histoire. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Jacques Hano? Ça fait
déjà 1h40 qu'on discute, on peut continuer encore 2 heures, hein, si vous voulez. Il y a largement de quoi faire, surtout vu le livre. Non, mais j'imagine qu'il est peut-être le temps maintenant. Pardonnez-moi, j'étais un peu bavard. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire le livre et de vous plonger dans les anecdotes. On n'a pas parlé de Marguerite Duras et de ses rencontres mémorables avec elle, de Brad Pitt, bien sûr, de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que vous avez récemment tourné pour TF1, que vous avez sans doute vu la série. Une dernière question peut-être, vous avez dit que vous êtes beaucoup amusé dans votre vie, avec des gros joujoux, certes. Quel est le prochain gros joujou avec lequel vous avez envie de vous amuser ? Vous avez envie de faire de la science-fiction, il paraît. C'est vrai, pardon, ça ? Vous avez envie de faire de la science-fiction, paraît-il. Oui, parce que si vous voulez, le monde contemporain, j'y vis très agréablement et je suis très heureux d'avoir vécu une époque bénie. Mais ça m'excite moins que d'avoir reconstitué un monde où je ne peux pas aller avec un billet d'avion. Donc, effectivement, la préhistoire, le Moyen-Âge ou la bataille de Stalingrad, je ne peux pas y aller, mais je peux la refaire. J'ai ce luxe de pouvoir de reconstruire un décor de toute la ville de Stalingrad, d'avoir des milliers de figurants, des avions, des bateaux, 80, qu'il a fallu couper en morceaux parce qu'il n'y avait pas d'accès maritime ni fluvial dans le lac où j'ai tourné. Donc on a coupé les bateaux puis on les a ressoudés. Oui, mais bon, voilà, bon, si vous voulez, encore une fois, c'est la cocasserie de notre métier. Donc le prochain joujou, vous avez une Le idée ? prochain joujou, écoutez, hier j'étais dans une soirée avec un ami metteur en scène qui me pose cette question, il me dit alors c'est quoi, tu fais ton prochain truc ? Et je lui dis, je te le dirai pas. Et il me dit, mais t'as raison, moi non plus, même quand j'étais tout gamin et que je faisais mes premiers courts-métrages... Vous ne le disiez pas. Non, parce que... Alors, c'est pas la superstition. Il y a beaucoup de gens qui sont superstitieux qui disent, si je le dis, ça va pas se faire. C'est pas du tout mon cas. Moi, les quelques fois où j'ai dit mon projet, je me le suis fait piquer. Donc, maintenant, j'arrête. Merci beaucoup, Jean-Jacques Hadot. Une vie pour le cinéma.